monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je ne vous ai pas parlé depuis un petit temps parce que j'ai eu une flemme de lecture et j'ai eu la flemme de monter. Mais normalement vous n'avez pas vu la différence parce qu'il y a quand même eu une vidéo sur la chaîne cette semaine vu que je vous ai fait mon top de l'année 2023. J'avais quand même commencé à filmer quelques petites choses la semaine passée, donc je vais vous laisser les images. Là maintenant il y a 3 fois rien. Diane Sawyer, with the stars and creator of Love Actually, Then and Now. Demain, je fête Noël avec des amis et cette année, on a décidé de se faire un cadeau fait main. Donc moi, j'ai tricoté des chaussettes. Là, vous voyez la première. Vous vous dites, oui, super, tout va bien. Mais qui est la quiche qui n'a pas acheté la même couleur de pelote? C'est moi. Donc je m'en suis rendu compte hier en terminant de tricoter celle-ci. Je me suis dit, ah, je me rappelle pas qu'il y avait autant de blanc comme ça, si lumineux. Normal, il y en avait pas avant. C'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Ça fait un peu con, quoi. Heureusement que c'est des chaussettes pour mettre à l'intérieur de chez soi et pas quelque chose qu'elle doit porter dehors parce que ce serait un peu con. Et je suis allée voir une expo sur Chagall à la piscine de Roubaix. Donc comme vous l'avez vu avec mes amis, on a fait un Noël où on s'est offert des cadeaux faits main et moi j'ai reçu cette magnifique bougie avec des fleurs séchées qui sent la lavande. C'est juste trop beau. Je ne l'allumerai évidemment jamais. Ce sera un pur objet de décoration, mais je suis super contente. Je trouve ça trop joli. Je voulais vous parler lecture. Comme je vous le disais juste avant, j'ai presque rien lu depuis fin décembre, début janvier. Je suis dans Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. En fait, la semaine passée, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que je lisais une dizaine de pages par jour. J'avais pas du tout envie de lire plus. Là maintenant, je m'y suis bien remise. J'ai atteint la moitié parce que je lis plus depuis 2-3 jours. J'ai de nouveau l'envie de lecture qui est là. Ça n'a rien à voir avec le livre, hein. Le fait que j'avais pas envie de lire, c'était plus la période de l'année. Je trouve qu'entre Noël et Nouvel An, on est toujours, enfin en tout cas moi, un peu mou, un peu sans but dans la vie. Je sais pas, t'attends le Nouvel An et puis une fois que la nouvelle année est là, ok, on peut reprendre la vie normale, les habitudes normales. C'est comme si entre Noël et Nouvel An, c'était un peu un temps qui était mis sur pause. Bref, j'ai repris ma lecture de manière plus assidue et j'aime vraiment beaucoup. Pour vous raconter l'histoire, ça se passe... Enfin, en fait, d'abord, on a une partie de l'histoire qui se passe dans les années 80, dans un monastère. Un vieil homme va mourir. Il y a beaucoup de mystères autour de lui. Mais on va nous raconter sa vie. Il est né en France, il est italien d'origine, il est né en France et il a vécu quelques années avec ses parents. Il s'appelle Michelangelo, on le surnomme Mimo. Et son père va mourir à la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. La mère ne sait pas s'occuper de lui seul et donc il va être envoyé en Italie chez un oncle. Finalement, je sais même plus s'il a un lien de parenté vraiment avec lui ou si c'est juste un ami de la famille. Mais bref, cet oncle est sculpteur et va prendre Mimo avec lui, mais avec aucune once de bienveillance, de gentillesse, rien du tout. Il le traite vraiment comme un esclave et il est vraiment pas du tout gentil avec lui. Et Mimo va se révéler être un sculpteur de talent. Et il va également rencontrer Viola, la fille des Orsini, qui est une riche famille de la petite ville d'Italie dans laquelle il habite. Et voilà, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a une sorte de mystère, il y a un truc un peu louche qui se passe dans les années 80, on comprend pas pourquoi Mimo a terminé sa vie dans un monastère. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir tout ça. On a beaucoup de descriptions de l'Italie du début du XXe siècle. C'est vraiment super agréable à lire. On a beaucoup de moments qui sont axés sur l'art, ce que je trouve hyper chouette. On parle beaucoup de la sculpture, ce que je trouve très intéressant et assez innovant. Et au niveau de ce qui est innovant également, c'est que le personnage principal est atteint de nanisme. Et moi, je pense que j'avais jamais lu une histoire où le héros était nain. Je pense que c'est la première fois. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce que nous, on est toujours du point de vue de Mimo. On voit qu'à cette époque-là, forcément, les gens ne sont pas hyper bienveillants avec une personne qui est naine. Et donc tout le monde le toise un peu et tout le monde le juge, tout le monde lui fait des blagues sur ça. Mais lui, il a quand même une sorte de confiance en lui qui est assez cool à voir. Il se laisse pas marcher sur les pieds. Et bref, c'est un très bon moment de lecture. C'est le deuxième Jean-Baptiste Andréa que je lis et je trouve toujours que c'est très bien écrit. Peut-être que la plume me marque un peu moins que dans Des Diables et des Saints où vraiment... presque à chaque page, je me disais waouh, c'est magnifique. Ici, je trouve que c'est bien écrit, mais il y a moins de phrases qui me heurtent directement. Il y a moins de phrases que j'ai envie de retenir en lisant.
Mais c'est très bien, c'est très dense, il y a plein de choses. Il est assez gros, hein, il fait presque 600 pages le roman. C'est vraiment un voyage intéressant, on parcourt les années, on voit Mimo grandir. Et bref, je suis très bien dans cette lecture. Et je voulais aussi vous montrer une bande dessinée que mon copain m'a offerte le week-end passé. Il a été en librairie et il a pensé à moi. Et il m'a ramené Bronteana de, alors, Paulina Spukes, je sais absolument pas comment on prononce. En tout cas, je pense que ce sera ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé Veiller sur elle. Je sais que c'est sur les sœurs Bronte, mais je n'en sais pas plus. Apparemment, c'est plutôt sur Anne, d'où le titre à mon avis. Bref, j'ai hâte de vous en parler. Au niveau des dessins, c'est pas forcément les dessins que je préfère, c'est pas ce que je trouve le plus beau. Je trouve que voilà, les traits sont très très forts. Moi, j'aime bien les choses un peu plus douces que ça. Mais j'ai hâte de découvrir ça parce que j'aime beaucoup les sœurs Bronte. Je reviens vous parler pour vous dire que j'ai terminé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Je l'ai terminé il y a quelques minutes, donc je viens vraiment vous en parler à chaud. Quand je vous avais parlé de ce livre la première fois, donc au début de ce vlog, je vous avais dit que j'étais vraiment bien dedans et que j'aimais bien. En fait, malheureusement, en le refermant, c'est pas le coup de cœur que j'espérais. J'en attendais un peu plus. Je trouve que c'est toujours très beau au niveau de la plume. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans le roman, mais pour moi, il est trop long. Il fait presque 600 pages. Je trouve qu'il y a 100 pages de trop. Il y a un moment où ça devient vraiment un peu long, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'Italie pendant tout le XXe siècle, surtout la première moitié, donc on va avoir la montée du fascisme, on va toujours avoir cette histoire politique en toile de fond de l'histoire, ce que je trouve vraiment intéressant, même si du coup ça rend le roman très très dense, donc il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'éléments à assimiler. Je trouve que ça c'est pas toujours extrêmement facile, mais je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au niveau historique. Évidemment, je retiendrai la relation de Mimo et Viola que j'ai trouvée super belle et très intéressante, très bien traitée parce qu'on tombe pas du tout dans certains clichés, certaines choses qu'on aurait pu attendre. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'appréciable. Mais oui, je trouve que c'est vraiment long. Et alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que moi, je suis vraiment une lectrice sensible, c'est-à-dire que je pleure assez vite, en tout cas je suis vite émue avec mes lectures. Et là il se passe des choses franchement émouvantes et j'avais pas du tout envie de pleurer. Mes yeux sont restés bien secs. Je pense que c'est parce que j'en étais à un stade où j'en avais marre. Et si pour moi le roman avait fait 480 pages plutôt que 580, ça aurait été beaucoup mieux. Là, j'ai mis des jours à le lire. Aujourd'hui, je me suis dit, je donne un grand coup pour le terminer. Je pense qu'il me restait 200 pages. Et honnêtement, pour lire 200 pages, ça m'a pris des heures. Je sais pas si c'est moi qui suis lente ou si le livre se lit pas vite. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout lu vite. Et je suis contente de l'avoir lu. Je trouve que c'est une bonne lecture. C'est juste que j'en avais des attentes très hautes, étant donné que j'avais vraiment adoré Des Diables et des Saints du même auteur. Pour moi, celui-ci est en dessous. Il est très riche au niveau de la trame et de l'intrigue. Je trouve que ça, c'est vraiment bien fait. Il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Mais pour moi, il y a des défauts de longueur. Et comme je vous l'avais dit, je trouve aussi la plume jolie, mais un petit peu moins impactante que dans Des Diables et des Saints. Il y a moins de phrases que j'avais envie de retenir et il y a moins de phrases sur lesquelles je m'attardais. Peut-être aussi parce que je me disais, si je commence à m'attarder sur tout, j'arriverai jamais au bout du bouquin. Voilà pour mon avis sur ce roman-ci. Donc j'espère quand même que je vous transmets le fait que j'ai aimé cette lecture parce que j'espère ne pas être trop négative parce que mon avis n'est pas du tout négatif. Hein. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif, mais c'est juste que vu les attentes que j'en avais, c'est un petit peu en dessous. Et donc pour les personnes qui ne savent pas, parce que je pense pas l'avoir dit, c'est le roman qui a gagné le prix Goncourt en 2023. Je voulais aussi vous parler de films parce que il y a 2 jours avec ma maman, je suis allée voir Priscilla de Sofia Coppola au cinéma. Donc c'est un film sur la relation de couple entre Priscilla et Elvis Presley. On va
rentrer dans l'intimité de ce couple. On va comprendre qu'ils se sont rencontrés alors que Priscilla était encore mineure, elle était très très jeune, elle avait 14 ans et Elvis lui était un jeune adulte. Et on va vraiment être dans la relation d'emprise entre les deux. Sofia Coppola filme vraiment l'intimité du couple, on est toujours chez eux, souvent dans la chambre à coucher, donc il y a vraiment un truc où on a l'impression en tant que spectateur qu'on assiste à des choses qu'on devrait pas voir, et c'est d'ailleurs le cas parce que de manière publique, ils n'ont jamais montré ça. Et puis c'est Priscilla Presley qui a écrit un livre à ce sujet qui a été adapté par Sofia Coppola. C'est vraiment un bon film, un chouette film qui, à mon avis, peut plaire au plus grand nombre et c'est même visionnable par des adolescents. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant pour un public plus jeune en termes de prévention parce que il n'y a pas que le fait qu'elle soit mineure et lui majeur, il va vraiment avoir une emprise très forte sur toute sa vie, sur tous ses choix vestimentaires, ses choix de maquillage. Elle a aucune liberté. Enfin voilà, c'est assez intéressant dans ce rapport de domination, donc je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai aussi aujourd'hui terminé la série Knock Off sur Netflix. Alors je sais pas si elle est accessible pour tout le monde, en tout cas pour les Belges c'est sûr, mais c'est une série qui est belge, une série flamande. Ça se passe à Knock, donc c'est sur la côte belge, c'est un peu la station UP de la côte belge. Voilà, si vous connaissez pas, pour un petit peu vous donner un ordre d'idée. Et en fait, quand la série commence, on a Dan, qui est un jeune homme, qui est hollandais, qui vient vivre avec sa mère à Knock. On ne sait pas très bien pourquoi au départ, c'est assez flou les raisons de leur venue dans cette ville. Et eux, ils viennent vraiment d'un milieu très populaire, ils emménagent dans une caravane et ils vont intégrer la bonne société de Knock. Et donc on va rentrer dans ces familles très riches qui habitent à Knock et on va voir un peu tous les travers qu'il y a dans ce milieu-là. J'ai trouvé que c'était une chouette série, franchement pour une série belge, on voit qu'ils ont mis le budget, c'est super beau au niveau de la photographie, c'est super bien filmé, franchement on a des belles images. Après c'est pas forcément très réaliste parce que ça se passe en été et tout est désert. Honnêtement la côte belge en été c'est pas comme ça. Mais c'est vraiment bien foutu, j'ai trouvé l'intrigue bien ficelée, parfois c'est un peu too much, mais de manière générale ça tient vachement bien la route, je trouve que c'est une série belge de qualité. Et voilà, c'est pas souvent qu'on a des séries belges à proposer, donc si ça vous intéresse, moi je vous la recommande. En plus c'est en néerlandais, donc pour faire un petit travail avec le néerlandais, c'est pas mal. Après si vous n'êtes pas belge, ça m'étonnerait que vous ayez envie d'apprendre le néerlandais. Enfin, peut-être, hein, je ne critique pas le néerlandais, mais je dis simplement que c'est plutôt les Belges a priori qui ont cette volonté d'apprendre le néerlandais et de l'avoir un peu plus à l'oreille que les Français. Vous êtes moins confrontés au néerlandais de manière générale. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter parce que je sens que là je parle pour ne rien dire et je vous reprends quand j'entame une prochaine lecture. J'ai pas lu énormément depuis que je vous ai parlé, mais j'ai quand même eu le temps de lire une petite bande dessinée. En fait, hier matin, je suis allée bruncher avec Laura's Readings, que vous connaissez certainement. Puis l'après-midi, j'ai été chez ma sœur, mais entre les deux, je me suis casée la petite lecture de Bronte Anna. Petite parenthèse, vie privée, je ne parle jamais de ma vie privée en principe dans les vidéos, mais là, comme ça concerne aussi Laura, je me dis que c'est rigolo de vous en parler vu que vous la connaissez aussi. Donc quand je suis allée bruncher avec elle, elle m'a donné une petite carte à gratter et en fait elle m'a demandé d'être demoiselle d'honneur à son mariage. Donc je suis super contente, très honorée d'avoir ce rôle. Voilà, parenthèse terminée, mais je trouvais ça sympa de vous le dire. Donc voilà, j'avais une petite carte à gratter et elle me demandait si j'acceptais d'être sa demoiselle d'honneur. Je voulais vous dire que j'ai lu la bande dessinée, donc Bronte Anna de Paulina. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on doit dire le nom de famille, Spukes. Je vois même pas d'autre façon de le dire. Enfin, voilà, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais je ne sais pas comment le dire, donc je vais pas m'attarder sur ça. C'est une bande dessinée qui va parler des sœurs Bronte, particulièrement de Anne qui est la plus jeune et qui est aussi considérée comme la plus fragile par sa famille. En fait, ça va démarrer à Londres quand la Dame du Manoir de Wildfell Hall sort, donc quand le roman paraît. Alors je regarde parce que ce livre-là, il a plusieurs titres en français. Voilà, ici ils disent La recluse de Wildfell Hall. Donc voilà, le titre, il a plusieurs titres possibles. Le livre a plusieurs titres possibles. Wow, je suis fatiguée. Bref, on commence à Londres avec
des éditeurs qui parlent de ce livre et des gens dans le milieu du livre qui parlent de ce roman et qui le trouvent assez subversif. Ils trouvent que c'est pas une bonne idée de faire lire ça aux femmes parce que ça va leur mettre plein de mauvaises idées dans la tête. Et à ce moment-là, on croit que ce livre n'est pas écrit par Anne Brontë mais par un homme, tout comme Léo de Hurlevent et Jane Eyre. On pense que c'est une fratrie, donc 3 garçons qui ont écrit ces romans-là. Et nous, on va plonger dans la vie des sœurs Brontë quelques années plus tôt. On va vraiment revenir au départ de leur aventure littéraire. On va revenir dans leur vie, une vie vraiment assez austère avec un père pasteur, avec une vie assez recluse, surtout pour Anne, comme elle est asthmatique et que c'est la plus jeune, alors que ses sœurs vont en pension dans un premier temps, elle reste toujours à la maison. On a toujours peur qu'elle se fatigue, qu'elle fasse des choses qui lui conviennent pas, etc. Même plus tard, quand il est question d'aller travailler, son père veut pas trop qu'elle aille travailler, une de ses sœurs non plus. Bref, elle est toujours extrêmement couvée. Et c'est au milieu de tout ça qu'on va voir l'émergence artistique naître. Je ne suis pas forcément la plus grande fan du trait des dessins. Je vous montre quelques petites planches parce que j'aime pas forcément les couleurs utilisées, j'aime pas forcément les traits des personnages. Mais en fait, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai été prise dans le style graphique parce que je trouve qu'il apporte pas mal de poésie et qu'il apporte beaucoup à l'histoire. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment des pages comme celle-ci où il y a plein d'éléments à observer et qui apportent beaucoup à la narration et à l'intrigue. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très appréciable. Donc même si c'était pas forcément mon style préféré de prime abord, au fur et à mesure de la lecture, je me suis mise dedans et j'ai vraiment apprécié les dessins. Je trouve juste que la fin est un peu brouillon parce que on comprend pas très bien comment ça se finit. Heureusement, il y a une petite chronologie qui m'a permis de mieux comprendre et qui m'a permis de constater que décidément la descendance Brontë, les enfants Brontë n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Parce qu'il y avait aussi 2 grandes sœurs qui sont décédées, on l'apprend très très vite dans le roman graphique, hein, et les sœurs avaient également un frère, Branwell. Bref, je trouve que c'est vraiment un roman graphique qui est super intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai aimé embarquer dans cette histoire de femmes qui ne veulent pas se cantonner au rôle qu'on veut bien leur donner, c'est-à-dire des rôles de gouvernantes pour la plupart du temps, gouvernantes, enseignantes, mais elles ont envie de pouvoir vivre de leur plume et de pouvoir vivre de leur art. Forcément, au 19e siècle, c'est très compliqué, donc on va voir comment est-ce qu'elles vont arriver à être éditées. Enfin bref, vraiment une chouette lecture que je vous recommande. Et alors j'ai commencé, mais je l'ai à peine entamé, le 6e tome d'Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery, toujours dans ces éditions qui sont absolument magnifiques. Je vais peut-être vous faire un petit résumé du premier tome si jamais vous ne connaissez pas. Le premier tome, c'est Anne de Green Gables. C'est l'histoire d'une jeune orpheline qui va être adoptée par un frère et sa sœur dans un petit village du Canada. Ils pensaient adopter un petit garçon pour les aider pour le travail de la ferme. En fait, ils adoptent une petite fille qui va se révéler être une petite fille très bavarde avec énormément d'imagination et qui va un peu bousculer la vision du monde de toutes les personnes qu'elle va rencontrer. Ici, dans le tome 6, Anne est adulte, hein, donc au fur et à mesure des tomes, on la voit grandir, on la voit évoluer. J'avoue que depuis qu'elle est adulte, on perd un petit peu de la magie. Moi, le premier tome n'est pas mon préféré parce que je trouve que Anne a parfois un côté un peu agaçant. Mais j'ai bien aimé les tomes où elle était adolescente, jeune adulte, et là maintenant qu'elle est vraiment adulte dans une vie bien rangée, elle a gardé la base de son caractère, mais il y a quand même beaucoup de magie qui s'est un peu envolée, mais ça reste agréable à lire. Et donc je suis contente de me replonger là-dedans, ça fait toujours du bien. Je vis ma vie de personne qui a toujours les cheveux hyper électriques en hiver, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Je vous avais dit que je lisais Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery. Je n'y arrive pas. Ce livre me met dans une panne de lecture. J'ai lu même pas 100 pages et je suis vraiment pas motivée à y revenir. J'ai jamais envie de continuer ma lecture, donc c'est quand même très mauvais signe. C'est assez étrange comme sentiment parce que c'est quand même un tome 6. Ça veut dire que j'ai aimé les 5 premiers tomes, mais ici on est dans quelque chose de différent. On n'est plus trop avec Anne.
sauf les 2 premiers chapitres où on retrouve un peu de cette essence qui fait qu'on aime ce personnage. Mais par la suite, on est toujours avec ses enfants et les histoires de ses enfants, et je m'en fiche un petit peu, pour être 100% honnête avec vous. En plus, Anne m'agace parce que j'ai l'impression qu'elle a fait plein d'enfants et qu'au final, elle s'en occupe pas vraiment, elle est là que pour les bons moments, mais elle fait pas du tout attention à comment ses enfants se sentent. Enfin, on dit que oui, mais au final, dans ce qui se passe, chaque fois, je suis là, oui, mais si t'avais prêté attention à ton enfant, si tu lui avais expliqué les choses différemment, il aurait peut-être compris. Enfin bref, ça m'agace plus qu'autre chose et ça ne m'intéresse pas en fait. Je lis un chapitre et je suis là, ok, rien ne m'intéresse dans ce que je viens de lire, c'est insupportable mes cheveux. Donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Je verrai si j'y reviens. Je verrai si je lis les 2 tomes après dans la saga, si jamais un jour je termine celui-ci. Mais je sais pas, là j'ai vraiment pas envie de lire ça. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai lu La femme du boulanger de Marcel Pagnol, qui est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le Anne aussi était dans ma pile du Cold Winter Challenge. Donc pour avoir une lecture de plus à vous présenter dans ce vlog, j'ai décidé de caser un petit livre. C'est une pièce de théâtre de Marcel Pagnol. Ça se passe dans le sud de la France, dans un petit village où règnent les conflits mais qui n'ont pas vraiment de sens. On sent qu'il y a des petites discordes entre des protagonistes, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en conflit. En gros, parfois ça remonte au temps de leur père ou de leur grand-père. Et ils détestent une personne sans savoir pourquoi, et donc ils ne leur adressent jamais la parole, et il y a comme ça plein de conflits qui rythment la vie de ce village. Et dans ce village, il y avait un boulanger qui s'est malheureusement pendu, et un nouveau boulanger arrive avec sa femme, et c'est le grand premier jour, tout le monde a hâte de voir ce qu'il vaut, que vaut son pain, tout le monde est très excité, et le boulanger se présente sa femme qui est d'une beauté à couper le souffle, et les pains du boulanger sont excellents, donc tout le monde est content. Sauf que dès le lendemain, la femme du boulanger va s'enfuir avec un berger du village et le boulanger va être anéanti, il va être royalement détruit et il ne veut plus faire de pain, et donc tout le village va se mettre en marche, tout le village va se souder pour retrouver cette femme et pour la ramener à la maison pour que le boulanger refasse du pain. C'est quelque chose d'assez simple, il n'y a rien de franchement innovant dans l'histoire, il n'y a pas de surprise énorme. Je savais pas exactement comment ça allait se finir, mais quand j'ai lu la fin, je me suis dit ok, ça colle avec le reste. Je trouve que les personnages sont bien construits, surtout le personnage du boulanger qui arrive à nous susciter vraiment de la pitié sans que Pagnol ne le tourne au ridicule. Donc je trouve que ça c'est assez louable et que c'est assez bien fait. Pareil pour la femme du boulanger, Aurélie, on comprend tout à fait, enfin en tout cas moi j'ai tout à fait compris ses intentions, on comprend un petit peu ce qu'elle vit. Donc on ne la déteste pas pour ce qu'elle fait et on est en empathie avec elle plutôt. En tout cas, moi c'est ça que j'ai ressenti comme sentiment vis-à-vis d'elle. J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient comiques aussi, il y avait des moments où j'ai rigolé, donc c'était très sympa. Bien sûr, c'est assez daté sur certaines choses, notamment les relations hommes-femmes qui sont assez datées. L'homme doit réprimander sa femme, il doit contrôler sa femme, c'est un peu gênant. Et alors il y a une réflexion raciste tout à la fin, ce qui est assez surprenant parce que ça vient vraiment comme un cheveu au milieu de la soupe. Il n'y avait aucune réflexion de la sorte pendant tout le livre. C'était au moment où il y avait une réflexion hyper importante en plus sur la morale de l'histoire et sur tous les sentiments refoulés. Enfin, c'était vraiment un moment important et bim, il y a une phrase raciste qui sort et je me suis dit mais pourquoi ? Je sais pas si dans les éditions plus récentes ça a été modifié ou si c'est toujours comme ça. En tout cas, ça c'est quand même extrêmement dommage, je trouve. Voilà pour mon avis sur ce livre. Je voulais également, avant de terminer ce vlog, vous parler d'un film que j'ai vu sur Prime Video. C'est le film Saltburn. Je pense que c'est une production Amazon, donc je pense qu'il n'est pas sorti au cinéma, je suis même quasiment sûre. Il est directement sorti en VOD. Est-ce que ça se dit comme ça? Je sais même pas comment ça se dit, mais il est directement sorti sur Prime Video. C'est un film d'amitié masculine, on va parler de 2 jeunes garçons qui se rencontrent à Oxford, ça se passe en 2006. Il y en a un qui s'appelle Oliver qui vient d'un milieu extrêmement populaire, il n'a pas eu une vie facile, il n'a pas d'amis quand il débarque à Oxford et il va rencontrer le charismatique et très beau et très riche
comment est-ce qu'il s'appelle, Félix. Il va rencontrer Félix et ils vont devenir très amis. Et Félix va lui proposer de venir passer l'été dans sa maison de famille, ce qu'Oliver accepte, et il va se retrouver dans une baraque, enfin qui n'est même pas une maison, c'est un château immense dans la campagne anglaise. Et il va se passer plein de choses. Je ne vais pas en dire plus sur le résumé de l'histoire. C'est un film, il faut savoir que c'est un film assez glauque, assez trash, assez sombre. Moi j'ai adoré, mais ça peut vraiment choquer. Il y a des scènes vraiment chocs. Il y a des scènes qui mettent extrêmement mal à l'aise. Il y en a une qui m'a mise très mal à l'aise et que je trouve pas forcément utile. Mais de manière générale, moi j'ai trouvé ça hyper bien construit, hyper bien fait. J'ai passé un très bon moment parce qu'on a été dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi j'aime bien ces histoires d'amitié slash fascination, on sait pas trop vers où ça va aller, mais ce genre d'amitié où on dirait que les personnages ne sont pas au même niveau, où il y en a un qui a des choses à prouver à l'autre. En plus les acteurs sont vraiment au top du top. Et c'est marrant parce que je vous ai parlé de 2 films dans ce vlog et les 2 sont avec l'acteur Jacob Elordi que je trouve vraiment super. Les 2 films que j'ai vus avec lui, donc Priscilla et celui-ci, il joue extrêmement bien. Mais l'autre acteur de ce film-ci, je suis désolée, j'ai oublié son nom, est aussi vraiment super. C'était vraiment très bien. Si vous avez Prime Video, que vous n'avez pas peur des histoires un peu glauques, un peu malsaines, voire très glauques, très malsaines, n'hésitez pas. Là-dessus, je vais terminer ce vlog. Moi, je pars à Londres demain pour quelques jours avec mon copain. Donc là, je vais un peu réfléchir aux livres que je vais mettre dans ma valise, même si je sais que c'est le genre de petit city trip où je lis jamais beaucoup parce que voilà, on fait plein de trucs et puis le soir, on est fatigué. Mais je vais quand même bien sûr embarquer un livre, surtout que je pars en train, donc je vais lire dans le train. À mon avis, je vais même embarquer 2 livres comme ça, j'ai le choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Gros bisous!